Faut-il déclarer ces reportable transactions, le formulaire 5472 pour sa USLLC aux États-Unis? Quels sont les risques à ne pas le faire? Que faut-il faire si on a oublié de le faire? On va s'intéresser à ce sujet un peu tabou dans le domaine des USLLC. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez une USLLC, donc un business en ligne qui tourne avec une société immatriculée aux États-Unis, quel que soit l'État, que ce soit au Wyoming, à New Mexico, au Delaware, où vous voulez, vous devez remplir chaque année le formulaire 5472. Donc même si vous êtes étranger, même si vous êtes non résident, même si vous êtes classifié comme disregarded entity, donc société transparente, grosso modo, si vous êtes dans ma situation, la situation d'un étranger non américain qui travaille avec des clients non américains, avec une USLLC transparente qui ne paye pas d'impôts aux États-Unis, eh bien, vous devez obligatoirement transmettre ce formulaire 5472 avec donc les transactions, les reportable transactions à déclarer. C'est une obligation annuelle, c'est obligatoire, même si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, même si vous n'avez pas de bénéfices, si vous n'avez absolument rien, une USLLC dormante, vous devez le faire. Et vous avez peut-être oublié de le faire. Mais vous inquiétez pas, j'ai la solution. Et on va voir les risques aussi. Alors, quelles sont les transactions à reporter? À reporter évidemment vous-même, puisque vous pouvez parfaitement remplir ces documents vous-même à l'aide de votre intelligence artificielle préférée, Gemini par exemple, ou ChatGPT, ou ce que vous voulez, il n'y a aucun souci pour le faire vous-même, pas besoin de payer pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit reporter? Eh bien, c'est dans le document annexe, avec toutes les... c'est principalement, voire que ça, c'est les distributions de profit entre votre USLLC et vous-même. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres choses à reporter, mais qui vont moins nous concerner. Donc, les apports en capital, les prêts et avances, les ventes et achats de biens. En général, nos USLLC n'achètent absolument rien. Voilà, les loyers et redevances, etc. Mais grosso modo, pour une USLLC, on va dire, qui fait rien d'autre que d'encaisser les revenus business et de payer donc son member, ça sera donc les distributions de profit. Alors, seuil de déclaration, faut tout déclarer. Pénalité, et c'est ça le problème, pénalité si on ne déclare rien, c'est 25 000 $ par formulaire et par année, en cas d'omission, de retard ou de formulaire incomplet. Pénalité additionnelle, 25 000 $ supplémentaires par période de 30 jours si le défaut persiste après notification de l'IRS. L'IRS, c'est le fisc américain. Et ce qui est terrible, c'est la prescription. Parce qu'il n'y a aucune prescription. Donc, tant que le formulaire 5472 n'a pas été soumis, il n'y a aucune prescription. Alors qu'en France, on est habitué à avoir des prescriptions à 3 ans, en général, et s'il n'y a rien qui a été transmis, ça peut être 5 ans ou 10 ans, mais il y a toujours une prescription. Là, il n'y a pas de prescription. Ça continue de courir. Alors, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous l'envoyez par fax ou par courrier postal. C'est très archaïque en fait, c'est un peu le Moyen-Âge. Donc il y a un numéro de fax qui marche une fois sur 3. Voilà, pour moi ça a fonctionné, mais j'ai dû faire 3 trucs de fax différents. Mais ça passe quand même. Avec du courage, ça passe. Ou bien par courrier postal. Et dans tous les cas, gardez évidemment les traces, les preuves de votre envoi par fax ou par courrier postal
évidemment, mettez-le en suivi plus recommandé si vous faites courrier postal. Moi, je vous conseille plutôt de faire le fax parce que vous avez un accusé réception de fax, un PDF. Vous l'imprimez, vous le stockez, vous le perdez pas. Parce que si vous le perdez, que vous ne pouvez pas justifier que vous avez envoyé, c'est 25 000 $, potentiellement. Potentiellement. J'insiste sur le mot potentiellement. Alors, les risques pour une US LLC transparente d'un non-résident qui ne déclare rien. Mauvaise idée. Alors là, c'est pas évident. On n'a pas forcément énormément d'informations, donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé. On a, même s'il n'y a pas de bénéfice taxable aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt à récupérer par l'IRS, on est quand même obligé de déclarer, et l'amende de base, c'est 25 000 $ par année et par formulaire manquant. Voilà, il n'y a pas de risque de requalification. Bon, parce que par l'IRS, donc c'est vraiment l'absence de déclaration. C'est pas une histoire de fraude fiscale ou d'évasion fiscale, parce qu'il n'y a pas d'impôt à payer en fait. C'est juste un formulaire non rempli, non envoyé. Alors si vous avez oublié de le faire, et parfois pendant plusieurs années, vous pouvez, et que vous décidez, ce que je vous conseille, de vous mettre en bonne et due forme. Alors, parce que peut-être que votre USLC, elle cartonne, parce que votre business cartonne, et que vous n'avez pas forcément envie de lâcher votre USLC. Vous avez déjà tout qui fonctionne, vous avez votre Stripe qui fonctionne, le Wise qui fonctionne, tout est en place, tout votre système est en place. Donc vous dites, ok. Donc il va falloir se mettre à genoux et faire une demande gracieuse. Donc, demande gracieuse que vous allez envoyer en même temps que, justement, le document, donc 5472, avec, en annexe, les reportable transactions, donc vos distributions de profit. Donc, vous allez écrire une jolie lettre, enfin, c'est pas vous qui allez l'écrire, évidemment, c'est une intelligence artificielle. Et vous allez mettre en avant votre bonne foi, ce qu'ils appellent, ils ont prévu le cas aux États-Unis, parce que vous imaginez bien que vous n'êtes pas le premier à oublier d'envoyer ces reportable transactions. Ce qu'ils appellent un reasonable cause statement. Vous allez donner des causes raisonnables pour expliquer que vous avez oublié, failli à votre devoir déclaratif. Donc déjà, vous allez devoir tout renvoyer, année par année. Et associer à chaque année, donc un fax par année, envoyez pas tout en bloc, un fax par année, et vous mettez votre demande gracieuse dans aussi le fax. Ok ? À chaque fois, pour chaque année. Alors, vous pouvez essayer d'expliquer les arguments. L'erreur de bonne foi. Donc une mauvaise compréhension des obligations déclaratives complexes pour un résident fiscal étranger non initié au droit américain. C'est vrai que on n'est pas au courant, en fait. On n'est pas censé être au courant. En fait, quand on ouvre une USLLC, par exemple au Wyoming, on sait qu'on doit faire une toute petite déclaration chaque année parce que notre registered agent nous envoie un message. Mais par contre, on ne reçoit pas de message pour faire ce reportable transaction à l'IRS américain, au fisc américain. Ça relève pas en fait de l'État de l'État fédéral. C'est au niveau de l'IRS américain. Ensuite, vous pouvez dire donc l'erreur de bonne foi. Deuxièmement, la première infraction, l'absence d'antécédents de non-conformité. Ça s'appelle le first time abate, des antécédents irréprochables. Ok. Donc ça, c'est un bon point aussi. Un autre point, c'est aussi si au début, en fait, les premières années, des fois, vous avez monté une société, mais elle fait pas du tout il n'y a pas d'activité. Ça aussi, vous pouvez mettre, écoutez, il n'y avait pas d'activité, donc moi je ne savais pas qu'il fallait reporter. Très important, ce qui est apprécié
de l'IRS, c'est une action corrective spontanée. C'est très différent d'attendre que l'IRS vous tombe dessus et envoie à votre registered agent qu'il y a eu un défaut de déclaration pendant de nombreuses années et que là vous rectifiez. C'est en gros vous cachiez pendant de nombreuses années, plutôt que de faire une action spontanée. C'est vous qui découvrez que vous auriez dû le faire. Et on vous a rien demandé, mais vous le faites volontairement. Donc, dépôt régularisé de sa propre initiative avant toute mise en demeure ou notification de l'IRS américain. Vous pouvez mettre aussi en avant, toujours dans les Reasonable Cause Statements, l'absence de préjudice fiscal. Rappelez explicitement votre statut de Disregarded Entity sans impôt aux États-Unis, démontrant l'absence de volonté d'évasion fiscale. Ce n'est pas une question fiscale, c'est une question déclarative. Voilà, donc déjà là, ça risque normalement de les calmer, de calmer leurs ardeurs, sachant que quand vous envoyez ce document, a priori, en fait, il est traité manuellement par un être humain. Ah non, mais c'est carrément, c'est le Moyen-Âge là-bas. Donc, quand vous envoyez votre fax et tout, c'est un être humain qui va le lire. Enfin, qui va le lire. Il y a tellement de retard dans les lectures de ces documents que, bon voilà. Alors, si vous n'avez aucune réponse de l'IRS, quoi que ce soit, pendant un an, 1 à 2 ans, c'est que vous pouvez vous considérer sorti d'affaires. Voilà. Alors vous pouvez aussi, au bout de 6 mois, les appeler pour voir en fait si vos reportable transactions ont bien été enregistrées dans l'informatique, dans leur logiciel, dans leur base de données. Vous pouvez les appeler. Si ça a été enregistré et que derrière vous n'avez pas reçu les demandes de 25 000 $ par année, vous pouvez dormir tranquille. C'est qu'a priori c'est bon. Alors maintenant les risques, quand même. Théorique et pratique. Alors c'est pas évident parce que tout le monde en parle un peu sur le net. Voilà, il y a différents cas. Évidemment, on n'a pas de statistiques. Ce serait trop beau savoir si on a tant de chances de recevoir une demande de paiement de 25 000 $ par année ou si on va passer entre les gouttes. Qu'est-ce qu'ils font? Surtout dans notre situation d'étranger qui a pas d'impôt à payer. Alors, le risque théorique pour la LLC, parce qu'il faut bien comprendre que c'est la LLC qui doit payer ces 25 000 $, c'est pas vous, parce que la LLC, c'est une personne morale quand même différente, c'est une Limited Liability Company. Donc, le risque théorique de 25 000 $ émis par l'IRS à l'encontre de l'entité juridique, donc la LLC, et non directement contre la personne physique, contre vous-même. Donc, si la LLC possède des avoirs sur son compte bancaire professionnel, l'IRS peut théoriquement exiger le paiement de ses créances sur ses fonds. Ça veut dire que si vous gardez par exemple du cash sur un compte business, sur un compte corporate, compte bancaire de la USLLC, que ce soit un Wise ou chez Bank of America où vous voulez, théoriquement, ils peuvent les saisir. En pratique, une USLLC transparente sans activité aux US n'a généralement pas de patrimoine immobilier aux États-Unis. Ses seuls actifs se résument souvent à un compte bancaire professionnel en ligne. Souvent, c'est du Mercury, du Wise Business. Voilà. Si l'IRS émet une pénalité que la LLC ne peut pas payer, le compte bancaire est généralement vidé ou gelé par la banque suite aux injonctions et au risque de conformité réglementaire. Alors ça serait... Voilà, bon, de toute façon, le compte, il est vide. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas garder trop d'argent sur son compte, sur ses comptes Wise. De toute façon, ne gardez pas trop d'argent. Mais ça veut dire que derrière, il y a un risque de gel, en fait, d'un compte Wise ou d'un compte Mercury. Et ça serait chaud derrière pour recréer, en fait, une USLC avec un même Wise où on a déjà été identifié au niveau biométrique ou même avec notre nom, avec notre passeport. Et donc là, ce serait dommage. Alors, toujours on se pose la question, est-ce qu'ils peuvent remonter jusqu'à la personne physique? Est-ce que l'IRS peut exiger l'argent de la personne physique? Alors, est-ce que dissoudre la LLC, c'est une solution?
Dissoudre ou liquider une LLC ne fait pas disparaître rétroactivement les dettes fiscales ou les pénalités administratives déjà exigibles qui sont nées durant la période où la structure était active. En pratique, donc ça c'est théorique, en pratique, dissoudre la USLC à l'international, abandonner la structure, cesser de payer l'agent enregistré, laisser la société être administrativement radiée ou dissolved by proclamation, donc vous pouvez la dissoudre avec l'État fédéral, c'est une stratégie qui est fréquemment utilisée de manière informelle par des non-résidents pour couper les ponts. L'IRS n'a pas les moyens pratiques ni l'intérêt de lancer des procédures de recouvrement à l'international transfrontalières lourdes et coûteuses pour des pénalités administratives sur une petite structure sans actifs située sur le sol américain. Alors ouais, donc ça, on est d'accord, de toute façon, si on la vide, elle n'a plus d'actifs, rien du tout. Est-ce qu'il y a des risques maintenant pour les membres ? Parce que vous comprenez bien que des membres qui ont notamment des comptes chez Interactive Brokers US ou des comptes chez Charles Schwab US ou des comptes bancaires aux US ou des investissements immobiliers US, etc., ils sont dans les griffes de l'IRS. Alors, risque pour ces deniers personnels. Théorique. En principe, la responsabilité d'une LLC est limitée. C'est la limited liability. Le patrimoine personnel du membre unique est étanche et protégé des dettes de la société. Cependant, en cas de fraude caractérisée, de confusion des patrimoines ou de non-respect total des règles de gestion, un tribunal américain peut théoriquement prononcer la levée du voile corporatif. Ça s'appelle le piercing the corporate veil. En pratique, le recouvrement international pour une simple amende de non-déclaration d'un formulaire 5472, qui est une pénalité d'information et non un impôt éludé sur un revenu US, le risque de voir l'IRS poursuivre un particulier à l'étranger sur ses biens personnels est quasiment nul. L'IRS ne dispose pas de mécanisme simple pour saisir les comptes bancaires personnels ou biens immobiliers d'un résident étranger situé hors des États-Unis pour ce type de manquement formel. Alors, si on a des avoirs aux États-Unis, des avoirs financiers, et que on commence à recevoir ces demandes de l'IRS, les 25 000 $ par année, et que on décide de liquider la USLLC, il serait peut-être temps aussi de sortir ces actifs des États-Unis avant qu'ils ne soient ponctionnés. Alors le risque, il y a un autre risque malheureusement, c'est si le propriétaire souhaite recréer une structure aux États-Unis à l'avenir ou utiliser les mêmes informations d'identité, l'IRS conserve la créance et le blocage informatique indéfiniment dans ses bases de données, et donc ça pourrait poser problème. Ça va dire, après il y a d'autres solutions, mais il y a la UK LLP, il y a d'autres sociétés, d'autres juridictions, sociétés en Géorgie, etc. Et c'est vrai que ce serait dommage quand même, parce que c'est vrai que c'est une société, un type de société fabuleux. Voilà les amis, si vous avez des questions sur les USLC, si vous voulez prendre une consultation, un coaching là-dessus, je commence un peu à maîtriser le sujet, vu que je tourne avec ça depuis de nombreuses années. Vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez devenir aussi membre premium du podcast pour avoir accès à tous les épisodes premium et les avant-premières. Vous pouvez aussi venir commenter sur le podcast et sur le groupe Telegram. Si vous avez des questions liées au USLC, vous me les envoyez et je pourrai les traiter. Voilà, et puis j'ai mis une catégorie USLLC sur le podcast avec tous les épisodes liés au USLC. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.